Range tes souvenirs dans cette boîte en carton. Marguerite, le taxi arrive dans 1 heure. Et la chambre doit être vide pour les nouveaux propriétaires. » Ces mots, Mathilde, ma belle-fille, les a jetés comme on lance un chiffon sale à la figure d'une servante. C'était le 40e jour après le départ de mon pauvre Lucien. Et l'appartement de Lyon, celui où j'avais élevé mon fils et soigné mon mari, semblait déjà ne plus m'appartenir. Dans le salon au haut plafond, l'air était chargé d'une odeur de lys fané et de café froid. Ils pensaient que j'étais une vieille femme brisée, une relique du passé qu'on remise au grenier. Ils ignoraient que Lucien avait tout prévu, qu'il y avait une clause, un secret enfoui, plus profondément que leurs mensonges. Dans ma main, je serrais un simple feuillet jauni, la preuve que mon propre fils avait trahi sa lignée, mais surtout le premier indice que ce qu'il convoitait, avec tant de morgue, n'était qu'une coquille vide. La lumière grise de cet après-midi de novembre filtrait à travers les grands rideaux de velours jetant des ombres fatiguées sur le parquet de chêne. Mathilde, ma belle-fille, marchait d'un pas sec, ses talons hauts claquant contre le bois comme des coups de marteau. Elle portait un tailleur noir d'une coupe impeccable, trop cher pour les revenus de mon fils, et ses yeux froids scrutaient chaque bibelot, chaque cadre, comme si elle faisait déjà l'inventaire d'un butin. Mon fils Bastien se tenait près de la cheminée, éteinte, les épaules voûtées, incapable de croiser mon regard. Il triturait son alliance, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance, quand il savait qu'il commettait une bêtise. « Tu comprends, Marguerite, c'est pour ton bien, » reprit Mathilde, en ajustant son bracelet en or. « Cet appartement est beaucoup trop grand pour une femme seule. Et puis, avec les dettes de la société de Bastien, nous avons dû prendre des décisions responsables. Les créanciers n'attendent pas. » Elle prononçait le mot « responsable » avec une douceur venimeuse qui me donnait la nausée. Elle s'approcha de la table basse, où étaient encore disposés les restes du buffet de la cérémonie commémorative. Ses amis de la haute société lyonnaise, des femmes au visage figé par la chirurgie, murmuraient entre elles en me jetant des regards pleins d'une pitié feinte. C'est alors qu'elle sortit un paquet de son sac à main, emballé dans un papier glacé, trop brillant, trop joyeux pour la circonstance. « Tiens, c'est un petit cadeau de notre part à tous les deux pour ta nouvelle vie, » dit-elle en me le tendant, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Je pris le paquet de mes mains tremblantes. Sous le papier, je découvris la couverture glacée d'un livre intitulé « Comment survivre et s'épanouir en maison de retraite ». Un silence de plomb tomba sur la pièce. Je sentis le sang affluer à mes joues. Non pas de honte, mais d'une colère sourde ancienne. Une colère qui me venait des profondeurs de ma terre natale. « C'est une résidence très moderne, maman. » balbutia Bastien, mon fils, sans lever les yeux de ses souliers vernis. « Il y a un jardin des activités des infirmières, 24 heures sur 24. C'est beaucoup plus sûr que de rester ici. » Sa voix était faible, celle d'un homme qui avait cédé sa colonne vertébrale à une femme qui ne l'aimait que pour ce qu'il pouvait lui offrir. Je regardais le livre, puis je regardais Mathilde. Elle savourait l'instant certaine de son triomphe, certaine de m'avoir humiliée devant ses pairs. « C'est... je vous remercie, c'est très... prévenant, » répondis-je d'une voix que je voulais la plus stable possible. Je posai le livre sur la table avec une lenteur délibérée. Les invités commençaient à s'éclipser, gênés par la tension qui vibrait dans l'air. Mathilde les raccompagna à la porte, distribuant des bises aériennes et des promesses de déjeuner futur. Quand la porte se referma enfin, le silence devint oppressant. « Bastien, viens m'aider à fermer cette valise, » ordonnai-je doucement. Mon fils s'exécuta, évitant toujours de me regarder. Dans la chambre, l'absence de Lucien était comme un poids sur ma poitrine.
Son bureau était déjà vidé, ses livres mis en carton, sauf un petit coffret en bois d'olivier que j'avais gardé sous mon lit. Pendant que Bastien luttait avec la fermeture éclair de mon vieux sac de voyage, je m'assis sur le bord du matelas. « Tu as vraiment signé ces papiers, Bastien ?» demandai-je en sortant de ma poche le document que j'avais trouvé le matin même dans le double fond du secrétaire. Le compte-rendu de la vente de l'appartement et de la cession des droits de la propriété de famille. Il se figea. Sa main s'arrêta sur la valise. « On n'avait pas le choix, maman », murmura-t-il, la voix étranglée. Mathilde a dit que si on ne vendait pas, on perdrait tout. La banque allait saisir la maison de Lyon et le projet du nouvel hôtel s'effondrerait. J'ai dû agir vite. Je dépliai le papier et pointai du doigt la signature en bas de la page. C'était mon nom, Marguerite Valois, écrit d'une main qui ressemblait à la mienne, mais dont les boucles étaient trop parfaites, trop calculées. « Ce n'est pas moi qui ai signé cela, Bastien, dis-je, avec une froideur qui le fit tressaillir. C'est un faux. Et tu le sais. » Il se détourna brusquement, frappant du poing contre le montant du lit. « Qu'est-ce que ça change maintenant ? C'est fait, l'appartement est vendu. Les nouveaux propriétaires arrivent ce soir. Tu vas aller au Lilas Blanc. C'est une très bonne maison, tu y seras bien. S'il te plaît, maman ne rend pas les choses plus difficiles. » À ce moment-là, Mathilde entra dans la chambre, les bras croisés, le regard brûlant. « Alors on traîne, le taxi est en bas. Il ne va pas attendre indéfiniment. » Elle vit le papier dans ma main, et son visage se crispa un instant, avant de reprendre son masque d'arrogance. « Ah, je vois que tu as trouvé le contrat. C'est une formalité, Marguerite. Une simple nécessité administrative. On ne pouvait pas attendre que tu sortes de ton deuil pour sauver les meubles. » Je me levai tenant le coffret en bois d'olivier contre moi. « Vous voulez que je parte, très bien. Je m'en vais. Mais ne comptez pas sur moi pour aller dans votre mouroir de luxe. Je retourne à la ferme aux ormes. » Bastien sursauta, et un rire nerveux s'échappa des lèvres de Mathilde. « Aux ormes. Cette ruine à la campagne. Mais Marguerite, c'est inhabitable. Il n'y a plus de chauffage, le toit fuit, et c'est à des kilomètres de tout. Et de toute façon, ce terrain fait partie du projet hôtelier de Bastien. On va raser la vieille bâtisse le mois prochain pour construire le complexe de remise en forme. » Je redressai les épaules, retrouvant cette dignité que mon mari aimait tant chez moi. « Vous pouvez essayer, Mathilde. Mais sachez une chose, les ormes n'appartiennent pas à Bastien. Lucien m'a laissé l'usufruit total et exclusif du domaine, jusqu'à mon dernier souffle. Et il y a une condition dans son testament authentique, celui que maître Lemoine le notaire garde précieusement dans son coffre. Une condition que vous avez négligé de vérifier dans votre hâte de me dépouiller. » Le visage de ma belle-fille devint livide. « De quoi tu parles ? Quel testament Bastien a dit qu'il n'y avait qu'un acte de succession simple ? » Je regardais mon fils, qui semblait vouloir s'enfoncer sous le parquet. « Lucien ne t'a jamais tout dit. Bastien, car il savait que tu ne savais pas garder un secret face à cette femme. » Je me dirigeais vers la porte de la chambre, mon sac à la main et mon coffret sous le bras. Mathilde essaya de me barrer le passage, sa voix montant dans les aigus. « Tu ne peux pas faire ça. On a déjà engagé des frais, les investisseurs attendent. Tu es une vieille folle qui ne comprend rien aux affaires. » Je m'arrêtai à sa hauteur et plongeai mon regard dans le sien. Mon regard de vieille institutrice, celui qui faisait taire les classes les plus turbulentes. Vous avez raison sur un point, Mathilde. Je suis vieille, mais je suis loin d'être folle. Vous m'avez offert un livre sur la façon de survivre en maison de retraite. Gardez-le. Vous en aurez sans doute plus besoin que moi, quand les banques se rendront compte que votre garantie immobilière n'est qu'un château de cartes bâti sur un mensonge. Je descendis les escaliers de l'immeuble sans un regard en arrière, refusant d'utiliser l'ascenseur. Chaque marche était un adieu, à ma vie passée et à la douceur de Lyon, au souvenir de Lucien dans ses murs.
En bas, le taxi attendait sous la pluie fine qui commençait à tomber sur la place Bellecour. Le chauffeur, un homme d'un certain âge, avec une casquette grise, m'aida à mettre ma valise dans le coffre. « Où allons-nous, madame ?» demanda-t-il gentiment. « À la campagne, mon ami, dans le département de l'Isère du côté de Crémieux. »« Près des ormes, répondis-je. Alors que la voiture s'éloignait, je vis la silhouette de Bastien au balcon. Il ne faisait pas un geste. Il regardait simplement le taxi disparaître dans le trafic lyonnais. Je savais qu'il souffrait, mais son silence était sa complicité. Dans le silence de l'habitacle, j'ouvris enfin le petit coffret en bois d'olivier. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux ni d'argent. Juste des lettres de Lucien, quelques flacons en verre numérotés avec soin, et une carte géologique de notre domaine annotée de sa main fine et précise. Sur la carte, il avait dessiné une flèche rouge pointant vers le vieux puits de la ferme, avec un seul mot écrit en lettres capitales, « Patience ». Je caressais le bois du coffret. Lucien n'était pas seulement un homme de lettres, c'était un homme de la terre, un fils de paysan, qui savait que le temps est le meilleur allié de la vérité. Il voulait me chasser, soit. Il voulait la guerre, il l'aurait. Mais il ne savait pas que je ne partais pas en exil. Je partais reconquérir mon royaume. Le trajet dura plus de 2 heures. Plus nous nous éloignions de la ville, plus l'air devenait vif, chargé de l'odeur de la terre mouillée et de la forêt. Les ormes. Ce nom sonnait comme une promesse et un défi. C'était là que nous avions passé nos premiers étés, là que Bastien avait appris à marcher, avant que l'ambition ne lui ronge le cœur. Le domaine était resté à l'abandon depuis que la santé de Lucien avait décliné, mais pour moi il était plus vivant que ce salon doré de Lyon. En arrivant devant la grille rouillée, le chauffeur de taxi hésita. « Vous êtes sûre que vous voulez rester ici, madame ? Il fait nuit noire et la maison a l'air bien sombre. » Je lui tendis les billets pour la course, avec un sourire assuré. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis chez moi ici, et j'ai beaucoup de travail qui m'attend. » Je descendis de voiture et regardai le taxi faire demi-tour. Le silence de la campagne m'enveloppa instantanément, seulement rompu par le ululement d'une chouette au loin. La vieille bâtisse se dressait devant moi massive sombre, un géant endormi, sous la lune voilée. Je sortis la grosse clé de fer de mon sac. Avant d'entrer, je murmurai dans le vent froid. « Les enfants veulent que je parte, Lucien. Ils pensent que je suis finie. Mais ils vont bientôt apprendre que les ormes ne sont pas seulement un tas de pierres. Ils vont apprendre que la terre n'oublie jamais ceux qui la respectent. » La vieille porte en bois massif a gémi sous la pression de mon épaule, comme si elle refusait de laisser entrer le froid de la nuit. À l'intérieur, l'obscurité était totale, une épaisseur d'ombre, que même la lueur de la lune ne parvenait pas à percer. L'air sentait la poussière, la pierre froide, et cette odeur d'abandon qui colle aux maisons privées de vie. Ma main a cherché l'interrupteur sur le mur décrépit, mais quand j'ai pressé le bouton, rien ne s'est passé. Pas de lumière. Juste le clic sec du plastique dans le silence de la campagne. Ils avaient déjà fait couper l'électricité mon fils Bastien et sa femme Mathilde. Ils voulaient s'assurer que si je revenais ici, je ne serais accueillie que par le vide et l'inconfort. J'ai sorti une petite lampe de poche de mon sac et j'ai balayé la cuisine du regard. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes de notre ancienne vie. J'ai posé le coffret en bois d'olivier de Lucien sur la table de ferme, cette table où nous avions partagé tant de repas, tant de rires. Mes doigts étaient engourdis par le gel et mon souffle formait de petits nuages blancs devant mes yeux. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer. Je devais trouver de quoi chauffer cette maison, avant que le froid n'ait raison de mes vieux os. J'ai marché jusqu'à la cheminée, et par miracle, il restait quelques bûches sèches dans le coffre à bois.
Le feu a pris avec difficulté, mais bientôt les premières de flammes ont commencé à lécher le conduit de pierre, apportant une lueur orangée et une chaleur fragile à la pièce. Je me suis assise sur un tabouret serrant ma veste contre moi. C'est là, dans cette solitude absolue, que le poids de la trahison m'a frappé de plein fouet. Mon propre fils, mon unique enfant, m'avait jeté à la rue pour une poignée de pièces d'argent et les caprices d'une femme qui le méprisait en secret. Je me suis souvenu du visage de Mathilde quand elle m'avait tendu ce livre sur les maisons de retraite. Sa satisfaction était presque palpable, comme si elle venait d'écraser un insecte gênant sous sa chaussure de luxe. Mais Lucien n'était pas le genre d'homme à laisser sa femme sans défense. Il était calme, secret, presque effacé. Mais il avait une intelligence de la terre que personne ne soupçonnait. Pendant les 10 dernières années de sa vie, il passait ses nuits dans la cave ou dans les champs prétendant qu'il s'occupait des archives de la ferme. J'ai repris le petit coffret et je l'ai ouvert à nouveau. Sous les lettres et les flacons, il y avait un carnet de cuir noir, un journal qu'il n'avait jamais montré à personne. Les premières pages étaient remplies de poèmes. Des vers simples, un peu maladroits, parlant de l'eau du temps et de la patience. C'était étrange. Lucien aimait la littérature, mais il n'avait jamais écrit de poésie. Je me suis approchée du feu pour mieux lire. En regardant de plus près, j'ai remarqué que certaines lettres, en début de ligne, étaient légèrement plus grasses, comme si la plume avait appuyé plus fort. J'ai commencé à noter ces lettres sur un morceau de vieux journal. Cave, tonneau, 12, fond. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'étaient pas des poèmes, c'était un message codé, une piste laissée par un homme qui savait qu'il était surveillé, même par son propre fils. Je me suis levé la lampe de poche à la main et je me suis dirigée vers la porte de la cave. L'escalier de pierre était glissant d'humidité. Je descendais prudemment chaque marche, craquant sous mon poids. La cave des ormes était une immense voûte souterraine où nous conservions autrefois le vin et les récoltes. Au fond, alignés comme des sentinelles, se trouvaient les vieux tonneaux de chêne. J'ai compté. 1, 2, 3, jusqu'au 12e. C'était un tonneau massif noirci par le temps qui semblait soudé au sol de terre battue. J'ai poussé le tonneau avec toute la force qui me restait, mais il n'a pas bougé d'un pouce. J'ai alors remarqué une petite encoche dans le mur de pierre, juste derrière le bois. En y glissant mes doigts, j'ai senti un mécanisme métallique rouillé, mais encore fonctionnel. J'ai tiré de toutes mes forces. Un déclic sourd a résonné dans la cave, et le fond du tonneau a pivoté sur un axe invisible, révélant une cavité cachée à l'intérieur même du bois. Mes mains tremblaient alors que je sortais les objets dissimulés là par Lucien. Il y avait une dizaine d'éprouvettes en verre bouchées à la cire, contenant chacune un liquide transparent. Sur chaque étiquette, une date et une heure étaient notées, s'étalant sur plus de 10 ans. Mais le plus important était une grande enveloppe, scellée, portant le sceau d'un laboratoire d'analyse géologique de Grenoble. J'ai brisé le sceau et j'ai sorti le rapport. Les mots techniques se bousculaient devant mes yeux. Magnésium, calcium, pureté, microbiologique, température constante de 37 degrés Celsius. Et en bas de la dernière page, une conclusion écrite en rouge et soulignée 2 fois. Cette source possède une minéralité exceptionnelle, supérieure de 200% à celle des eaux les plus célèbres du marché. Potentiel thérapeutique et commercial inestimable. Lucien avait découvert un trésor, une source d'eau minérale d'une qualité rare. Juste ici, sous nos pieds, dans ce terrain que Mathilde et Bastien voulaient raser pour construire un hôtel de pacotille. Je me suis assise sur le sol de terre battue, le rapport serré contre mon cœur. Je comprenais tout maintenant.
Lucien n'avait rien dit pour protéger cette source de l'avidité de mon fils. Il savait que si Bastien l'apprenait, il vendrait tout au plus, offrant en un clin d'œil. Il avait attendu que je sois seule, que je sois poussée, dans mes derniers retranchements, pour me confier cette arme. Car c'était bien une arme. Une fortune dormait sous cette ferme délabrée. Une fortune qui pourrait racheter 10 fois l'appartement de Lyon. Et tout ce que ces gens possédaient, c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Au début, ce n'était qu'un murmure, un léger frémissement dans l'air de la cave. J'ai éteint ma lampe pour mieux me concentrer. Le bruit venait de sous le sol, un grondement sourd, rythmé comme le battement de cœur de la terre elle-même. C'était le son de l'eau qui coule une rivière souterraine puissante et sauvage, qui cherchait son chemin vers la lumière. Je me suis approchée du puits condamné au fond de la cave. Lucien l'avait recouvert d'une lourde plaque de fer, il y a bien longtemps, prétendant que l'eau était devenue impropre à la consommation. J'ai collé mon oreille contre le métal froid. Le grondement est devenu un rugissement. Ce n'était pas seulement une petite source, c'était un océan souterrain qui vibrait sous mes pieds. Une énergie immense, pure, qui ne demandait qu'à être libérée. Je suis remontée dans la cuisine, le visage baigné de larmes. Mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été trop depuis des mois. J'ai regardé le livre infâme que Mathilde m'avait offert toujours posé sur la table. Il pensait que j'étais une épave, une vieille femme sans avenir. Ils ignoraient que Lucien m'avait laissé les clés d'un empire. Je n'étais plus la veuve éplorée qu'on expulse d'un appartement. J'étais la gardienne d'un trésor que personne ne pouvait m'enlever, sans mon consentement. J'ai pris un stylo et un vieux carnet, et j'ai commencé à dresser une liste. Je devais appeler Maître Lefebvre, le vieil avocat de la famille, celui en qui Lucien avait toute confiance. Je devais aussi trouver un moyen de protéger le domaine contre les engins de chantier, qui ne tarderaient pas à arriver. Mathilde et Bastien croyaient avoir gagné la partie en me chassant de Lyon, mais ils venaient de commettre l'erreur la plus fatale de leur vie. Ils m'avaient renvoyée là où je suis la plus forte. Je me suis réchauffé un peu de soupe sur le vieux réchaud à gaz que j'avais réussi à allumer. Chaque cuillerée me rendait des forces. Je regardais les flammes dans la cheminée et je souriais pour la première fois depuis l'enterrement. Lucien, mon cher Lucien, tu as toujours été un homme de peu de mots, mais tes actes résonnent aujourd'hui comme un coup de tonnerre. Tu ne m'as pas laissé une terre aride et une maison en ruine. Tu m'as laissé une mer souterraine pour noyer leurs ambitions. La nuit avançait et le vent de l'hiver hurlait dans les ormes qui entouraient la maison. Mais à l'intérieur, je me sentais en sécurité. Je savais ce que je devais faire. La bataille ne faisait que commencer, et elle ne se jouerait pas avec des cris ou des larmes, mais avec la précision d'un notaire et la force de cette eau millénaire. Demain, j'irai à la ville. Demain, le monde commencerait à entendre parler du domaine des ormes. Je me suis allongée sur le vieux canapé enveloppé dans une couverture de laine. Avant de m'endormir, j'ai repensé à la phrase de Lucien sur la carte géologique « Patience ». J'avais été patiente toute ma vie. J'avais supporté les caprices de ma belle-fille et la faiblesse de mon fils. Maintenant, la patience était terminée. Il était temps de laisser couler le courant et de voir qui resterait debout quand le déluge arriverait. Les murs de la vieille ferme semblaient vibrer à l'unisson avec la rivière souterraine, comme s'il me murmurait que la justice était enfin en marche. Le lendemain matin, le givre avait dessiné des fougères blanches sur les vitres de la cuisine. J'ai bu mon café debout enveloppé dans un vieux châle de laine en regardant le soleil se lever péniblement sur les collines de l'Isère. J'avais peu dormi, mais mon esprit était d'une clarté redoutable, comme si les années de fatigue s'étaient envolées pour laisser place à une détermination froide.
J'ai pris le premier car pour la ville serrant mon sac contre moi. À l'intérieur, le carnet de Lucien et le rapport de géologie pesaient plus lourd que n'importe quel trésor. Je savais que chaque minute comptait avant que les bulldozers de Mathilde ne pointent le bout de leur nez aux ormes. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans une ruelle calme, derrière le palais de justice. C'était un homme d'un autre âge, avec des cheveux de neige et un regard d'aigle caché derrière des lunettes cerclées d'or. Il avait été l'ami de Lucien pendant 40 ans, celui qui partageait ses parties de pêche et ses secrets les plus profonds. En entrant dans son bureau qui sentait le vieux cuir et la cire d'abeille, j'ai senti une bouffée de chaleur. Il ne m'a pas salué par une poignée de main formelle, il a simplement posé ses mains sur les miennes et a murmuré qu'il m'attendait. Il savait tout depuis le début. Lucien m'avait demandé de ne rien vous dire, tant que vous n'auriez pas pris la décision de revenir aux ormes de votre plein gré. Commença Maître Lefebvre en ouvrant un coffre-fort dissimulé derrière un pan de bibliothèque. Il en sortit un dossier bleu épais, portant un titre écrit à la plume « Le flux de Marguerite ». Ce n'était pas seulement un document, c'était un fonds de dotation, une structure juridique complexe que Lucien avait patiemment bâtie dans l'ombre année après année, en utilisant ses économies et quelques héritages lointains. Marguerite, ce fonds est le propriétaire légal d'une partie stratégique des terres entourant le puits, m'expliqua-t-il en étalant des plans cadastraux sur son bureau. Votre fils et sa femme pensent posséder le domaine, mais ils n'ont que la surface et encore sur une parcelle incomplète. Lucien a racheté en secret les droits souterrains et les servitudes d'accès via ce fonds de dotation dont vous êtes l'unique administratrice à vie. Ils ne peuvent pas poser une seule pierre sans votre autorisation et encore moins forer le sol. J'ai écouté ces explications techniques avec une attention de chaque instant. L'intelligence de mon mari m'émerveillait. Il avait prévu leur avidité. Il avait anticipé la trahison de Bastien. Mais pour que le piège se referme, il nous fallait une preuve scientifique indiscutable et un allié de poids. Maître Lefebvre avait déjà tout organisé. 2 jours plus tard, un homme discret nommé Monsieur Morel, l'un des meilleurs experts géologues de rail de la région, se présentait à la ferme. Il ne portait pas de tenue de chantier, juste une veste de randonnée usée, mais ses instruments étaient à la pointe de la technologie. Pendant plusieurs heures, j'ai regardé Monsieur Morel sonder le puits de la cave et prélever des échantillons dans le pré derrière la grange. Il ne disait rien, se contentant de noter des chiffres sur une tablette numérique. Puis, il est revenu vers moi, le visage légèrement rouge d'excitation. « Madame Valois, ce que vous avez sous vos pieds est proprement miraculeux. L'eau remonte d'une nappe phréatique isolée depuis des millénaires par une couche d'argile imperméable. Elle sort à 37 degrés Celsius, ce qui est déjà rare pour la région, mais sa composition en oligo-éléments est unique. Elle possède des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires que je n'ai vues que dans de très grandes stations thermales. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Je ne possédais pas seulement une source, je possédais une fontaine de jouvence. Mais je savais aussi qu'une vieille femme seule ne ferait pas le poids face aux promoteurs immobiliers et aux banquiers qui soutenaient le projet de mon fils. Il me fallait une puissance capable de rivaliser avec celle de Mathilde. Ma belle-fille travaillait pour une grande marque de cosmétiques parisien, une entreprise arrogante qui ne jurait que par le marketing et l'apparence. J'ai alors pensé à leur plus grand rival, le groupe L'Éclat de France, une maison plus ancienne, plus axée sur la recherche scientifique et les produits naturels. J'ai utilisé mes anciens contacts d'institutrice pour obtenir le numéro personnel de la directrice de la recherche
du groupe L'Éclat de France. Quand je l'ai appelé, je n'ai pas parlé d'argent. J'ai parlé de géologie de pureté et d'une découverte qui allait rendre leurs produits révolutionnaires. La curiosité scientifique est souvent plus forte que l'appétit financier. 3 jours après une berline noire s'arrêtait devant la grille des ormes. À son bord 2 cadres supérieurs et un avocat, tous impressionnés par le calme et la dignité de la vieille femme, qui les recevait avec du café chaud et des biscuits faits maison. La négociation s'est déroulée dans la cuisine, autour de la table en bois. Ils ont examiné le rapport de M. Morel et ont goûté l'eau directement à la source. Leurs visages d'abord sceptiques se sont transformés. Ils ont compris qu'ils avaient devant eux le Graal de la cosmétique thermale. Mais j'ai posé mes conditions. Je ne vendais pas les terres. Je leur accordais un droit exclusif d'exploitation pour 30 ans, sous réserve que je reste la gardienne du lieu et que la marque s'engage à protéger l'écosystème du domaine. L'avocat du groupe a sorti un contrat de son porte-document. C'était un document de 50 pages, truffé de clauses de confidentialité. Si un seul mot fuyait avant l'annonce officielle, l'accord était caduc. Le montant du versement initial, ce qu'ils appellent l'upfront, était de 5 millions d'euros suivi de redevances annuelles sur chaque produit vendu. 5 millions. C'était une somme que je ne pouvais même pas concevoir moi, qui avais compté chaque centime pour payer les études de Bastien. Mais ce n'était pas l'argent qui me faisait vibrer. C'était le pouvoir qu'il me donnait. En signant ce contrat dans la pénombre de ma cuisine, j'ai senti une force immense m'envahir. L'encre noire sur le papier blanc était l'arrêt de mort des ambitions de Mathilde. Dès que le virement fut confirmé, sur le compte du fonds de dotation, je retournai voir Maître Lefebvre. Cette fois, ce n'était plus pour nous défendre, mais pour attaquer. Je lui ai donné une instruction simple et précise, racheter anonymement toutes les dettes toxiques du projet de complexe hôtelier de mon fils. Bastien avait contracté des emprunts colossaux pour financer ses investissements imprudents à Lyon et son projet aux Ormes. Plusieurs créanciers commençaient à s'impatienter car le chantier ne démarrait pas. Grâce à l'argent de l'Éclat de France, j'ai racheté ces créances les unes après les autres, via des sociétés écrans, gérées par Maître Lefebvre. Sans le savoir, mon fils n'était plus le débiteur de la banque. Il était devenu le débiteur de sa propre mère. Je tenais son avenir entre mes mains et il n'en avait pas la moindre idée. Pendant ce temps, Mathilde continuait de m'insulter sur les réseaux sociaux, publiant des photos de ses soirées mondaines, avec des légendes méprisantes sur les vieilles femmes aigries qui s'accrochent à leur passé. Je lisais cela avec un sourire tranquille, assise au coin du feu. Elle croyait mener la danse, parce qu'elle faisait du bruit. Mais le véritable pouvoir est silencieux. Il coule sous la terre invisible et irrésistible. Chaque fois qu'elle dépensait l'argent qu'elle n'avait pas pour s'acheter un nouveau sac à main, elle creusait un peu plus sa propre tombe financière. Je me suis surprise à penser à Bastien. J'éprouvais une profonde tristesse pour lui. Comment mon fils, ce petit garçon qui aimait tant écouter les histoires de son père, était-il devenu cet homme creux, manipulé par une femme sans âme? Mais je savais que pour le sauver, je devais d'abord le laisser toucher le fond. La leçon serait rude, mais elle était nécessaire. Maître Lefebvre m'a appelé un soir pour m'annoncer que nous possédions désormais 40% du capital de leur projet hôtelier par le biais des dettes rachetées. Nous étions les actionnaires majoritaires de l'ombre. La phase de préparation touchait à sa fin. Le château de cartes que Mathilde et Bastien avaient construit était magnifique de l'extérieur, mais j'en tenais désormais la base. Il suffisait d'un geste, d'une révélation pour que tout s'écroule. Je sortis sur le perron de la ferme pour respirer l'air de la nuit.
Les ormes murmuraient sous le vent, comme s'ils m'encourageaient. Lucien avait raison, la patience est la plus grande des vertus. Le meilleur chasseur, disais-je souvent à mes élèves, n'est pas celui qui court le plus vite. C'est celui qui sait attendre que sa proie vienne d'elle-même, se placer sous le filet. Mathilde pensait m'avoir humiliée en m'offrant ce livre sur les maisons de retraite. Elle ne savait pas que ce cadeau était le déclencheur de sa propre ruine. Je fermai la porte de la ferme à double tour. Demain, le piège commencerait à se refermer, et ce ne seraient pas mes larmes qu'il verrait, mais la puissance tranquille de l'eau qui jaillit des profondeurs. Pendant que je savourais le silence retrouvé de ma vieille ferme à Lyon, le champagne coulait à flots. Ma belle-fille Mathilde et mon fils Bastien célébraient ce qu'ils croyaient être le début de leur gloire. Leur projet, le Pic de Lyon, était partout dans la presse spécialisée. C'était un complexe hôtelier d'une arrogance absolue, une tour de verre et d'acier qu'ils voulaient implanter sur nos terres ancestrales. Je les imaginais dans leur appartement de la place Bellecour, entourés de leurs amis superficiels, se moquant de la vieille femme qui s'était exilée dans sa ruine. Mathilde portait sûrement l'un de ces colliers de perles qui brillent plus que son âme riant du bon tour qu'elle m'avait joué. Elle ignorait que le sol sous ses pieds de soie était déjà en train de se dérober. Le premier coup de semonce tomba un mardi matin gris et pluvieux. La préfecture envoya un courrier recommandé à leur siège social. Je le savais car Maître Lefebvre, mon avocat, suivait chaque mouvement du dossier, comme un chat surveille une souris. Le projet du Pic de Lyon était brutalement suspendu. Les autorités invoquaient une non-conformité majeure. Le complexe ne disposait pas d'une source d'eau autonome et durable, et les études d'impact environnemental montraient que le forage prévu risquait d'assécher les nappes phréatiques des villages voisins. C'était le grain de sable que Lucien avait prévu. Il avait passé des années à cartographier les fragilités de ce terrain et il avait discrètement alerté les associations de protection de l'eau bien avant son départ. L'affolement commença à gagner leur petit cercle. Bastien, mon fils, essayait de joindre ses contacts à la mairie, mais les portes se fermaient les unes après les autres. En France, quand on touche à l'eau, on touche au sacré, et aucun politicien ne voulait être associé à un scandale écologique. C'est à ce moment-là que ma belle-fille Mathilde fit sa propre découverte. En épluchant les cartes géologiques pour trouver une solution technique, elle comprit l'incroyable vérité. La seule veine d'eau capable de sauver leur projet, la seule source au débit suffisant et à la pureté garantie, se trouvait exactement sous le potager de la ferme des Ormes. Sous mes pieds, elle comprit qu'ils avaient dessiné un palais au-dessus d'un désert alors que la vieille femme qu'ils avaient chassée dormait sur un océan. Au lieu de faire profil bas, Mathilde laissa éclater son arrogance. Elle pensait qu'en me provoquant publiquement, elle me forcerait à céder. Elle publia sur ses réseaux sociaux une photo de la ferme prise de loin avec un commentaire méprisant. Il y a des gens qui préfèrent y voir mourir l'économie d'une région pour protéger 3 vieux arbres et une bâtisse en ruine. L'égoïsme des anciens est le poison du progrès. Ses amis liquaient en masse m'appelant la vieille gamine des champs ou la sorcière des ormes. Je lisais cela sur l'écran de mon vieux téléphone installé dans ma cuisine, une tasse de verveine à la main. Leurs insultes glissaient sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Plus elle criait, plus elle montrait sa faiblesse. Bastien lui commençait à craquer. Il recevait des appels de plus en plus pressants de ses créanciers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces investisseurs anonymes qui exigeaient des remboursements immédiats étaient en réalité les mandataires de Maître Lefebvre agissant pour mon compte. Chaque fois qu'il transpirait devant un relevé bancaire,
C'était ma main invisible et ferme qui resserrait l'étau. Ma maman m'aurait-il appelé s'il avait su. Il était terrifié à l'idée de perdre son appartement de Lyon, ses voitures de luxe, et surtout le respect de sa femme. Il voyait son empire s'effriter, et il ne comprenait pas d'où venait l'attaque. Il se sentait traqué par une ombre sans jamais soupçonner que l'ombre portait le visage de sa mère. Un soir de tempête, Mathilde reçut un courriel qui finit de briser son assurance. Une notification officielle l'informait qu'un actionnaire minoritaire venait de racheter 40% des parts de leur société de gestion. Cet investisseur mystérieux avait désormais un droit de regard total sur les comptes et une minorité de blocage sur toutes les décisions importantes. « Qui est ce fonds de dotation ?» hurla-t-elle à Bastien, selon les rapports que me faisait maître Lefebvre. « Qui est ce flux de Marguerite qui se permet de s'introduire dans nos affaires ?» Elle ne faisait pas encore le lien avec mon prénom. Pour elle, j'étais déjà morte socialement. Elle pensait à un concurrent agressif, à un prédateur de la finance parisienne. Je restais là dans ma ferme, écoutant le vent hurler dans les ormes. Je voyais les lumières des villages dans la vallée, et je savais que l'heure de la confrontation approchait. Ils avaient faim de gloire et de richesse, et cette faim les menait droit dans mon filet. Lucien, mon amour, si tu pouvais voir leur agitation depuis là-haut. Ils s'agitent comme des insectes dans un bocal de verre. Ils ont creusé un trou pour m'y enterrer en espérant que j'y disparaisse sans bruit. Mais ce trou, ils ne s'en rendent pas encore compte. C'est le némésis de leur propre carrière. Ils ont oublié que celui qui possède l'eau possède la vie, et que celui qui possède la dette possède l'âme. La pression montait chaque jour d'un cran. Les ouvriers du chantier non payé commençaient à manifester devant leur bureau à Lyon. La presse locale, alertée par maître Lefebvre sous un pseudonyme, commençait à poser des questions embarrassantes sur la viabilité réelle du pic de Lyon. Mathilde essayait de sauver les meubles en organisant des dîners de charité, mais le cœur n'y était plus. Le poison du doute s'était infiltré dans leur couple. Bastien reprochait à Mathilde d'avoir été trop agressive, et Mathilde reprochait à Bastien d'être un incapable. Leur famille parfaite volait en éclats sous le poids des factures et des mensonges. Un matin, je vis une voiture de luxe s'arrêter devant ma grille. Une silhouette nerveuse en descendit. Ce n'était pas encore le moment de les recevoir. Alors je fermais les volets et je retournais près du feu. Je n'avais pas besoin de les voir pour savoir qu'ils commençaient à comprendre. Ils venaient chercher de l'aide là où ils n'avaient semé que du mépris. Mais la terre des ormes est une terre de justice, pas de charité facile. Ils avaient voulu me faire vivre dans un livre sur les maisons de retraite. Je leur ferai découvrir ce que signifie vraiment le mot « fin de partie ». La nuit tomba sur le domaine enveloppant la maison d'une protection de velours noir. Dans la cave, le grondement de la source se faisait plus fort, plus joyeux, comme s'il sentait que son heure de gloire approchait. Je caressais le vieux bois de la table de cuisine. « Patience », avait dit Lucien. La patience touchait à sa fin. Le prochain mouvement serait le mien, et il serait définitif. Ils avaient construit leur monde sur des dettes et des illusions, j'allais le faire s'effondrer, d'un seul mot, d'un seul document. Ils pensaient m'avoir tout pris, mais ils n'avaient fait que me rendre ma liberté et mon pouvoir. Le téléphone a sonné 3 fois dans le silence de mon petit salon, avant que je ne me décide à décrocher. C'était maître Lefebvre, mon avocat. Sa voix était calme, mais je percevais une pointe de satisfaction professionnelle derrière ces mots posés. « Marguerite Labanque a envoyé l'huissier ce matin à l'appartement de Lyon », m'a-t-il annoncé. « La procédure de saisie immobilière est officiellement lancée. Bastien et sa femme ont 72 heures pour trouver une solution, faute de quoi les scellés seront posés sur la porte. » Je les remerciai.
et j'ai raccroché doucement. Je savais ce qui allait suivre. Quand les loups n'ont plus rien à manger en ville, ils reviennent toujours rôder autour de la bergerie. Le lendemain, le vrombissement d'un moteur puissant a déchiré le calme des ormes. Une berline allemande maculée de boue s'est arrêtée brutalement devant la grille. Mon fils Bastien en est descendu. Il n'avait plus rien du brillant cadre financier que j'avais vu à Lyon quelques semaines plus tôt. Son costume était froissé. Ses yeux étaient cernés de rouge et ses mains tremblaient alors qu'il s'appuyait contre la portière. Il ressemblait à un petit garçon perdu qui venait de réaliser que le monde n'était pas un terrain de jeu. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur serré, mais la main ferme. J'ai attendu qu'il frappe à la porte, 1 fois, 2 fois, avant de lui ouvrir. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer !» a-t-il balbutié en s'engouffrant dans la chaleur de la maison. Il s'est effondré sur une chaise, la même où son père aimait s'asseoir pour lire son journal. L'odeur de la soupe aux poireaux qui mijotait sur le fourneau semblait le torturer. Il avait faim pas seulement de nourriture, mais de cette sécurité qu'il avait si joyeusement piétinée. Je ne lui ai pas posé de questions. Je lui ai servi une assiette de soupe, une miche de pain frais et un verre de vin rouge de la région. J'ai gardé le silence, le laissant affronter le poids du calme qui régnait ici. « On va tout perdre, maman !» a-t-il fini par lâcher entre 2 bouchées, la voix étranglée par les sanglots. L'appartement, les voitures, c'est ma réputation. Tout. Mathilde est devenue folle, elle hurle toute la journée. Elle m'accuse d'être un raté. Elle dit que c'est de ma faute si le projet du Pic de Lyon est bloqué. Il a posé sa cuillère et a levé vers moi un regard implorant, un regard que je ne lui connaissais plus. On a trouvé une solution, maman. Une dernière chance. Les experts disent qu'il y a de l'eau sous ton terrain. Beaucoup d'eau. Si tu signes ce document, si tu nous donnes les droits d'exploitation, on peut sauver le projet et rembourser la banque. On sera riche, maman, plus que jamais. Il a sorti un dossier de sa mallette, des feuilles de papier blanc immaculées qui semblaient insultantes dans cette cuisine de campagne. Signe ici, maman, c'est juste une cession de droits souterrains. Tu gardes la maison, je te le promets. J'ai regardé les papiers, puis j'ai regardé mon fils. Bastien, te souviens-tu du cadeau que Mathilde m'a fait à Lyon ? Ai-je demandé d'une voix neutre. Il a froncé les sourcils déroutés par ma question. Le livre, Bastien. Comment survivre en maison de retraite ? Vous m'avez dit que c'était pour mon bien, que c'était plus sûr pour moi d'être enfermée entre 4 murs blancs, loin de mes souvenirs. C'était une idée de Mathilde, tu sais comment elle est. A-t-il tenté de se justifier en baissant la tête ? Mais là, c'est différent, c'est pour sauver notre famille. J'ai poussé le dossier du bout des doigts, loin de moi. Notre famille, Bastien. La famille, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Ce n'est pas ce qu'on vend au plus offrant pour payer des colliers de perles. Je ne signerai rien. Pas aujourd'hui, pas demain. Cette terre appartient à Lucien. Et Lucien m'a chargé de veiller sur elle. Et surtout de veiller sur ce qu'il reste de ta dignité. Même si tu sembles l'avoir oublié dans un coffre-fort à Lyon. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Ma belle-fille Mathilde est entrée comme une tempête, les yeux brillants d'une fureur froide. Elle n'avait pas attendu dans la voiture. Elle portait ses bottes Kekot, pieds de créateur qui s'enfonçaient dans la poussière du carrelage. « Ça suffit, ces jérémiades » a-t-elle crié, en s'approchant de la table. « Marguerite, vous n'avez pas le choix. Nous avons des avocats, nous avons des recours. Vous ne pouvez pas bloquer un projet d'intérêt régional pour vos vieux caprices. Signez ce papier ou nous irons devant les tribunaux pour demander une mise sous tutelle. Vous n'êtes plus en état de gérer vos biens, tout le monde le voit. » Je me suis levée lentement, l'assiette de mon fils à la main. « Maître Lefebvre, entrez, je vous prie !» ai-je dit en regardant vers la porte de l'arrière-cuisine.
Mon avocat est apparu, un dossier volumineux sous le bras, son regard d'acier fixé sur Mathilde. « Madame, je vous suggère de baisser d'un ton, a-t-il déclaré, avec une politesse glaciale. Je représente les intérêts de Madame Valois, mais aussi ceux du fonds de dotation Le Flux de Marguerite. » Mathilde a ricané un son sec et désagréable. Ce fonds de pacotille, on va le briser en 2 secondes. On sait qu'un investisseur mystérieux nous bloque, mais on finira par savoir qui c'est. Maître Lefebvre a posé un document sur la table, juste devant Bastien. Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin, monsieur Valois. L'investisseur mystérieux qui a racheté vos dettes de jeu, vos emprunts toxiques et 40% de vos parts sociales, c'est votre mère. Par le biais de ce fonds, elle est devenue votre principal créancier. Mon fils a blanchi ses yeux, passant du document à mon visage. « Quoi, maman, d'où vient cet argent? Comment as-tu pu ?» Il ne pouvait pas finir sa phrase. Le choc était trop grand. « Vous nous devez exactement 2 150 000 € payables immédiatement. » A continué Maître Lefebvre sans sourciller. « Et puisque vous êtes en défaut de paiement auprès de vos anciens créanciers, dont nous avons racheté les titres, nous sommes en droit d'exiger la mise en liquidation de votre société immobilière dès demain matin. » Mathilde s'est agrippée au dossier de la chaise, ses articulations devenant blanches. « C'est impossible. Elle n'a pas un sou, c'est une vieille institutrice à la retraite. Où aurait-elle trouvé des millions? Elle nous ment. Elle vole notre héritage. L'argent vient de la terre, Mathilde, ai-je répondu, en me rasseyant calmement. De cette terre que vous méprisez tant. Lucien savait ce qu'il faisait. Il a protégé cette source pendant des décennies, pour qu'elle ne tombe pas entre des mains comme les vôtres. J'ai regardé Bastien qui semblait s'effondrer sur lui-même. Tu parlais de sauver ta réputation, mon fils. La réalité, c'est que tu es ruiné. Et la seule personne qui peut t'empêcher de finir à la rue, c'est la vieille femme que tu voulais envoyer dans une maison de retraite pour ne plus avoir à t'en occuper. Bastien a pris le document des dettes dans ses mains tremblantes. 2 millions d'euros. Maman, je ne savais pas. Je croyais que je gérais tout. Il s'est mis à pleurer pour de bon, des larmes de honte qui coulaient sur ses joues. Mathilde, elle ne pleurait pas. Elle était livide, dévorée par une haine pure. Elle a saisi le livre sur les maisons de retraite qui traînait encore sur un buffet et l'a jeté violemment à travers la pièce. « Vous allez le payer !» a-t-elle hurlé, avant de s'enfuir vers la voiture, ses talons claquant furieusement sur le chemin de terre. Bastien est resté là seul devant son assiette vide, le silence retombant sur la cuisine, comme une chape de plomb. Il n'osait plus me regarder. Il comprenait enfin que le pouvoir avait changé de camp, et que ce n'était pas une question de chiffres ou de contrat, mais une question de loyauté et de racines. Je me suis approchée de lui et j'ai posé une main sur son épaule, une main qui ne tremblait pas. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Bastien. Sur la vie, sur ton père et sur toi-même. Maman, qu'est-ce que tu vas faire de nous ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. « Je vais faire ce qu'une mère doit faire, » ai-je répondu doucement. « Je vais te donner une chance de redevenir un homme. Mais pour cela, tu vas devoir accepter que ce n'est plus toi qui décides. La terre des ormes a parlé, et elle demande réparation. Je ne garde pas ton terrain pour m'enrichir, Bastien. Je garde ton terrain pour sauver ton âme, car pour l'instant, elle est aussi sèche que ce projet d'hôtel que tu voulais construire. » Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai revu l'enfant qu'il avait été. La peur était là, bien sûr, mais il y avait aussi une lueur de soulagement. Il savait que l'étau se desserrait, mais il savait aussi que le prix de sa liberté serait de renoncer à toutes ses illusions de grandeur. Dehors, la voiture de Mathilde a démarré en trombe, projetant des graviers contre la grille. Elle partait vers son propre néant,
tandis que mon fils restait ici dans la cuisine de son enfance, face à la vérité de ses actes. Je me suis tournée vers la fenêtre pour regarder la nuit tomber sur le domaine. La source grondait toujours dans les profondeurs indifférentes au tourment des hommes. Nous avions gagné une bataille, mais la guerre pour la dignité de notre nom ne faisait que commencer. J'allais devoir être forte, plus forte que je ne l'avais jamais été. « Lucien, donne-moi encore un peu de ta patience », ai-je pensé en serrant le rebord de la table. Car le plus dur n'est pas de vaincre ses ennemis, c'est de reconstruire ce qu'ils ont détruit dans le cœur de ceux qu'on aime. Le matin de la cérémonie, une brume légère flottait encore sur les prés des ormes, enveloppant la vieille ferme d'un voile de mystère. Ce n'était plus le domaine abandonné que j'avais retrouvé quelques semaines plus tôt. Des tentes blanches élégantes avaient été dressées dans le grand pré, et un podium en bois clair faisait face au vieux puits. Des journalistes de la presse régionale et des représentants du secteur de la beauté arrivaient, par dizaines leurs voitures garées, le long du chemin de terre. J'ai lissé ma robe en soie bleu marine, un vêtement simple, mais d'une élégance que Mathilde, ma belle-fille, n'aurait jamais cru me voir porter. Dans mon miroir, je ne voyais plus la veuve épuisée, mais une femme qui reprenait possession de son destin. Maître Lefebvre, le notaire, est venu me chercher dans la cuisine, un sourire confiant sur les lèvres. « Il est temps, Marguerite », a-t-il dit en posant une main rassurante sur mon épaule, alors que je m'avançais vers le podium, le vrombissement agressif d'une voiture de sport a coupé les conversations. Une décapotable rouge a pilé devant les barrières de sécurité. Ma belle-fille Mathilde en est sortie suivie de mon fils Bastien, qui semblait vouloir se cacher derrière elle. Elle portait d'énormes lunettes de soleil et une veste de cuir qui jurait avec l'ambiance feutrée de la matinée. Elle a bousculé un jeune stagiaire de la communication pour se frayer un chemin vers le devant de la scène. Arrêtée, tout a-t-elle hurlé sa voix résonnant de manière stridente dans le micro d'un journaliste qui passait par là. Cette propriété est en litige successoral. Ma belle-mère n'a aucun droit de signer quoi que ce soit ici. C'est une mascarade. Bastien, mon fils, essayait de la retenir par le bras, mais elle le repoussait violemment. Ne reste pas là comme un idiot, Bastien. Dis-leur que ta mère est sénile. Dis-leur que ce terrain nous appartient. Elle s'est tournée vers la foule désignant les caméras. Vous vous faites avoir. Cette eau est une invention de vieille femme. Il n'y a rien ici à part de la boue et des pierres. Les invités murmuraient mal à l'aise et certains journalistes commençaient déjà à filmer la scène avec avidité. Mathilde savourait ce chaos persuadée qu'elle venait de porter le coup de grâce à mon projet. Elle pensait m'humilier une dernière fois devant le monde entier. C'est à ce moment-là que je suis montée sur le podium d'un pas lent et assuré. Je n'ai pas pris le micro tout de suite. J'ai attendu que le silence se fasse un silence lourd et électrique. À mes côtés s'est avancé un homme de haute stature aux cheveux poivre et sel, dont le visage était connu de tous les financiers présents. C'était Monsieur de Varenne, le président-directeur général du groupe L'Éclat de France, le leader mondial de la cosmétique thermale. En le voyant, Mathilde s'est figée la bouche entr'ouverte. Monsieur de Varenne a pris la parole d'une voix calme, qui a instantanément éteint les cris de ma belle-fille. « Madame, je vous prie de respecter cette assemblée. Je suis ici pour célébrer la naissance d'un partenariat historique avec la propriétaire légitime et unique de ce domaine. » Je me suis approchée du micro, mon regard plongeant dans celui de Mathilde, puis dans celui de mon fils. « Je n'ai pas vendu la ferme des Ormes, » ai-je déclaré fermement. « J'ai créé une alliance. Je ne suis pas une simple retraitée qui cède ses terres. Je suis la présidente du fonds de dotation, qui détient 65% des parts de la nouvelle usine de transformation. Ce n'est pas le complexe hôtelier de luxe de Bastien.
qui verra le jour ici, mais le centre de recherche de la marque L'Éclat de France. Mon fils Bastien a baissé la tête, accablé par la honte, alors que Mathilde semblait sur le point d'exploser. « C'est un mensonge », a-t-elle crié. Elle n'a pas les fonds. Elle nous a volé l'argent de la succession. Maître Lefebvre s'est alors avancé, brandissant un document officiel, orné d'un sceau de cire rouge. « Monsieur Valois, madame, puisque vous contestez la légitimité de cette opération devant témoins, je me vois contraint de lire publiquement la clause finale du testament authentique de Monsieur Lucien Valois. Ce document a été déposé en mon étude il y a 10 ans. Mathilde a tenté de s'approcher, mais 2 agents de sécurité l'ont bloqué, avec fermeté. Le notaire a commencé la lecture d'une voix solennelle. Je lègue l'intégralité des droits d'usage et de jouissance du domaine des Ormes à mon épouse Marguerite. Toutefois, la pleine propriété ne pourra être transmise à nos descendants que si et seulement si ils démontrent avoir gardé la paix de l'eau et le respect de la mémoire familiale. Toute tentative de vente forcée, de démolition ou d'expulsion de mon épouse entraînera la nullité immédiate de leurs droits de réserve. Un murmure de stupeur a parcouru l'assistance. En essayant de me chasser de Lyon et en voulant raser la ferme, ils venaient de se déshériter eux-mêmes. Lucien avait tendu ce piège avec une précision chirurgicale. Ma belle-fille Mathilde est devenue livide, ses mains agrippées à son sac de luxe, comme à une bouée de sauvetage. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma vie que vous détruisez », a-t-elle sifflé sa voix, n'étant plus qu'un murmure haineux. Monsieur de Varennes a fait un signe discret aux agents de sécurité. « Madame, vous n'avez pas d'invitation, et votre présence nuit à la sérénité de cet événement. Veuillez quitter les lieux. » J'ai regardé Mathilde se faire escorter vers sa voiture, sous l'œil des caméras. Elle essayait de garder la tête haute, mais ses talons s'enfonçaient dans l'herbe humide, la faisant trébucher à chaque pas. Mon fils Bastien est resté un instant immobile, seul au milieu du pré, avant de la suivre sans un mot. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que tout son monde, bâti sur des apparences et des crédits, n'était qu'une illusion. La foule a commencé à applaudir, mais mon cœur était lourd. Ce n'était pas la victoire que j'aurais souhaitée, mais c'était la seule justice possible. La cérémonie a continué, mais je n'écoutais plus les discours sur la pureté de l'eau ou le dynamisme économique de la région. Je pensais à Lucien, à sa prévoyance, à cet amour qui l'avait poussé à me protéger par-delà la mort. Il savait que la vérité finit toujours par remonter à la surface, comme l'eau de notre source. J'ai posé ma main sur la pierre froide du vieux puits. Nous étions désormais protégés. Les Ormes ne seraient jamais un hôtel pour touristes fortunés, mais un lieu de soins et de science. En fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Maître Lefebvre est revenu vers moi. « Marguerite, vous avez été impériale », m'a-t-il dit avec un sourire sincère. « Ils ne s'en remettront pas de sitôt. Les banques ont déjà commencé à geler leurs comptes personnels suite à la lecture publique du testament. » J'ai regardé le soleil se coucher sur les collines. La route serait encore longue pour Bastien, s'il voulait un jour regagner ma confiance, mais au moins, il était désormais libéré de l'emprise de ses propres mensonges. Le monde de mon fils et de Mathilde s'était construit sur des dettes, des trahisons et du mépris. Mon monde, celui que Lucien m'avait confié, était bâti sur la vérité de la terre et la force tranquille de l'eau. En refermant la porte de la ferme ce soir-là, je savais que la bataille n'était pas tout à fait finie, mais le flux était désormais de mon côté. Ils avaient voulu me briser. Ils n'avaient fait que révéler la puissance qui dormait en moi. La pluie tombait avec une violence sourde sur les tuiles de la ferme des Ormes, un rideau d'eau grisâtre qui semblait vouloir laver les péchés de la terre.
Assise sur le vieux banc de bois sous le porche couvert, je regardais les gouttes s'écraser sur les dalles de pierre. J'avais un livre de poésie sur les genoux, mais mes yeux restaient fixés sur l'allée. Le ronronnement d'un moteur fatigué s'est fait entendre, et j'ai vu apparaître une petite voiture de location banale, loin du luxe insolent auquel il m'avait habitué. Mon fils Bastien et ma belle-fille Mathilde en sont sortis. Ils n'avaient pas de parapluie. Ils ont marché sous l'averse les épaules voûtées, l'air de deux naufragés cherchant un morceau de bois auquel se raccrocher après le naufrage de leur propre orgueil. Ils se sont arrêtés au pied des marches trempées jusqu'aux os. Mathilde n'avait plus son port de tête altier. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, collaient à son visage blafard et son maquillage coulait en traînées sombres sur ses joues. Bastien, mon fils, ne tenait plus debout. Il s'est laissé tomber à genoux sur la terre détrempée juste devant moi, le front baissé. « Maman, c'est fini !» a-t-il murmuré d'une voix que la pluie semblait étouffer. « On a tout perdu. La banque a tout saisi. On n'a plus rien, pas même de quoi loger les enfants ou payer les avocats. Il y a des poursuites pour fraude. On ne sait plus où aller. » Mathilde a suivi le mouvement s'effondrant à ses côtés dans la boue. Elle qui m'avait regardée avec tant de dédain dans le salon de Lyon, elle, qui m'avait traitée de vieille folle, était maintenant une mendiante à mes pieds. « Marguerite, je vous en supplie, aidez-nous » a-t-elle gémi entre deux sanglots. « On a fait des erreurs, on a été aveuglés. Mais vous avez cet argent maintenant, vous avez le domaine. Ne nous laissez pas à la rue. » Je suis restée immobile, le visage de pierre, sentant le froid de l'air humide, mais gardant une chaleur glaciale au fond du cœur. J'ai pris une gorgée de mon verre d'eau minérale, cette eau de la source, qui était devenue leur perte. « Je ne vous ai rien demandé, Mathilde ?» ai-je répondu d'un ton calme qui tranchait avec le vacarme de l'orage. « Vous avez voulu jouer avec la terre et avec les âmes. Et la terre vous a répondu. » J'ai ouvert mon livre de poésie et j'ai lu un passage à voix haute, un texte que Lucien aimait tant sur le respect dû aux anciens et la fragilité des empires bâtis sur le sable. Il m'écoutait en silence, rythmé par le bruit des gouttes. Puis j'ai posé le livre. « J'ai un document pour vous » ai-je ajouté en sortant une chemise cartonnée de mon sac. Maître Lefebvre a finalisé les actes ce matin. J'ai jeté le document sur les marches, juste devant leurs visages ébahis. C'est l'acte de propriété du complexe hôtelier, le Pic de Lyon, ai-je déclaré. Mon fonds de dotation l'a racheté intégralement aux enchères, après la mise en liquidation de votre société. Mathilde a levé les yeux, une lueur d'espoir cupide brillant un instant dans son regard. Vous l'avez racheté. Alors on peut reprendre le projet. On peut tout recommencer. J'ai laissé échapper un petit rire sec, sans aucune joie. Vous n'avez rien compris, ma pauvre Mathilde. Ce bâtiment ne sera jamais un hôtel de luxe pour vos amis de la haute société. J'ai repris le document et j'ai pointé les nouvelles clauses. À partir du mois prochain, ce bâtiment sera transformé. Il deviendra la résidence Lucien Valois, une maison de repos et un établissement solidaire pour les personnes âgées démunies, celles que la société oublie sur le trottoir. Ce sera un lieu de dignité, pas un lieu de profit. Mathilde a hoqueté, comme si je venais de lui donner un coup de poing dans l'estomac. Mais c'est une fortune perdue. Vous ne pouvez pas faire ça. C'était notre héritage, s'est-elle écriée, oubliant presque sa position de suppliante. J'ai posé ma main sur le dossier de ma chaise. Votre héritage, vous l'avez dilapidé. Dans le mépris ai-je tranché. Mais je suis une femme juste. Je vais vous proposer une solution pour effacer vos dettes personnelles et vous éviter la prison pour banqueroute frauduleuse. J'ai sorti une seconde feuille, un contrat de travail. Mathilde, vous allez travailler dans cet établissement.
Pas comme directrice, pas comme conseillère en images. Vous serez employée au service d'entretien. Vous ferez les lits, vous nettoierez les chambres de ces vieux que vous vouliez tant mettre au rebut. Vous le ferez pendant 3 ans sans salaire pour rembourser chaque centime que vous avez volé à la mémoire de mon mari. Mathilde est devenue ce lit vide. Moi, femme de ménage. Dans un hospice, vous n'êtes pas sérieuse, Marguerite. J'ai tourné mon regard vers mon fils. Et toi, Bastien, tu seras le comptable bénévole de la structure sous la surveillance directe de Maître Lefebvre. Tu passeras tes journées à compter les centimes pour nourrir ceux qui n'ont rien, toi, qui as jeté des millions par les fenêtres. Si vous refusez, je retire ma garantie financière. La police vous attend à la sortie de ce domaine et la banque vendra vos derniers vêtements. C'est mon offre finale. La rédemption par le travail ou la chute totale. Bastien a hoché la tête lentement, ses larmes se mélangeant à l'eau de pluie. J'accepte, maman. J'accepte tout. Je veux juste que ça s'arrête. Mathilde a regardé son mari avec horreur. Puis elle a tourné la tête vers moi. Elle a vu dans mes yeux que je ne céderais pas. Elle a compris que la vieille femme qu'elle pensait manipuler était devenue son juge. Dans un dernier geste de soumission, elle a baissé le front dans la boue. « J'accepte aussi », a-t-elle murmuré, la voix brisée par l'humiliation. Je me suis levée, je suis entrée dans la maison et je suis revenue un instant plus tard, avec un petit objet à la main. Je me suis approchée du bord du porche et j'ai tendu à Mathilde le livre qu'elle m'avait offert à Lyon, « Comment survivre et s'épanouir en maison de retraite ». Tenez, Mathilde, gardez-le précieusement. Puisque vous allez y passer vos 3 prochaines années à récurer les sols, vous aurez tout le temps d'étudier comment rendre la vie de nos pensionnaires plus agréable. C'est votre nouveau manuel de travail. Elle a pris le livre des mains tremblantes, les pages se gorgeant instantanément d'eau de pluie. C'était l'image même de sa défaite. J'ai regardé mon fils toujours à genoux. « Relève-toi, Bastien. Va te changer dans ton ancienne chambre. On commence demain à l'aube. Il n'y aura plus de fêtes, plus de champagne, plus de mensonges. Il n'y aura que le travail et la vérité. » J'ai fait un signe de la main pour les congédier. Maître Lefebvre vous attend à l'intérieur pour signer les actes de cession. Je suis restée seule sur le porche, regardant l'orage s'éloigner vers les montagnes. La justice de Lucien était enfin accomplie. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une leçon de vie brutale mais nécessaire. Il voulait m'enfermer dans un monde de silence et de déchéance. Je les forçais à regarder la réalité en face, à servir ceux qu'ils méprisaient. La pluie s'est calmée, laissant place à une odeur de terre mouillée et de fleurs sauvages. Je savais que les 3 prochaines années seraient dures pour eux. Mais peut-être qu'au bout du chemin, je retrouverai mon fils. Le vrai, celui que Lucien aimait. En rentrant dans la cuisine, j'ai vu les ombres de mon passé s'effacer doucement. La ferme des Ormes respirait à nouveau. La source souterraine ne servait pas seulement à fabriquer des crèmes de luxe. Elle allait maintenant financer la paix de centaines de vieillards abandonnés. J'ai posé ma main sur le vieux coffret en bois d'olivier. « On y est, Lucien », ai-je murmuré. « Ils sont dans la maison, mais ils ne sont plus les maîtres. Le flux a repris son cours et rien ne pourra plus l'arrêter. 1 an a passé depuis que l'orage a lavé la terre des Ormes, et le domaine ne ressemble plus à la ruine mélancolique que j'avais retrouvée. Le vieux verger est devenu un jardin de soins, où les sentiers de gravier blanc serpentent entre les massifs de lavande et de romarin. La source, notre fameux flux de Marguerite, coule désormais avec une régularité apaisante, dans des bassins de pierre installés sous les grands arbres. L'air sent le miel et l'eau fraîche. Ce n'est plus seulement ma maison, c'est un refuge. Les bâtiments de l'usine de cosmétiques sont cachés derrière une colline invisible. Depuis la ferme, mais leur murmure technologique est le moteur qui fait battre le cœur de nos œuvres sociales.
Je m'assois chaque matin sur la terrasse, une tasse de chicorée à la main, pour regarder le monde renaître sous mes yeux. Je regarde souvent Mathilde par la fenêtre ouverte de l'ancienne grange, transformée en salle commune pour nos pensionnaires. Elle porte aujourd'hui un tablier de coton bleu simple et propre. Ses mains autrefois si soignées portent les marques du travail quotidien, la peau est plus rêche, les ongles sont courts, mais son regard a changé. Je l'ai vue hier aider Madame Roux, une ancienne institutrice de 85 ans qui n'a plus personne à marcher jusqu'au bassin. Elle ne l'a pas fait avec l'arrogance d'une dame patronnesse, mais avec une douceur sincère, presque humble. Elle a appris à écouter les histoires des autres au lieu de ne raconter que la sienne. La punition que je lui ai infligée a fini par briser l'armure de glace qui l'emprisonnait. Elle n'est plus la femme de mode de Lyon. Elle est devenue une femme de service. Et dans ses yeux, je vois parfois une lueur de paix qu'elle n'avait jamais connue dans le luxe. Bastien, mon fils, a lui aussi retrouvé une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il passe ses journées dans le petit bureau de la fondation gérant les comptes, avec une rigueur que Maître Lefebvre lui-même admire. Il ne cherche plus à impressionner les banquiers ou à spéculer sur l'avenir des autres. Il compte chaque euro pour s'assurer que les enfants pauvres du canton puissent avoir des bourses d'études et que nos vieillards ne manquent de rien. Le soir, il vient parfois s'asseoir avec moi sur le perron. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Le silence entre nous n'est plus chargé de reproches, mais d'une lente reconstruction. Ma sévérité l'a sauvé du naufrage moral, où Mathilde l'entraînait. Il a compris que la richesse ne se mesure pas au nombre de zéros sur un écran, mais à la solidité des racines que l'on plante dans son propre sol. Grâce aux bénéfices du contrat avec le groupe L'Éclat de France, j'ai pu réaliser le dernier vœu que j'avais formulé en secret. Nous avons créé le fonds Lucien Valois pour l'éducation rurale. Chaque année, 20 enfants des villages alentours, issus de familles modestes, comme l'était celle de Lucien, reçoivent une aide complète pour poursuivre leurs rêves. Je les vois parfois passer devant la grille, leur cartable sur le dos, et je me dis que le savoir est la seule eau qui ne s'épuise jamais si on sait la partager. La ferme des Ormes est devenue un phare dans la vallée, un exemple de ce que la terre peut donner, quand on cesse de vouloir l'écorcher pour ne chercher qu'à la soigner. Je ne ressens plus aucune oie, aucune amertume envers ceux qui m'ont blessée. La vie est trop courte pour porter le poids de la rancune. Aujourd'hui, le soleil brille particulièrement fort sur les collines. J'ai pris un petit flacon de verre, je l'ai rempli à la source, même là où l'eau jaillit, à 37 degrés de la profondeur des âges. Je me suis rendue à pied au petit cimetière du village, là où les murs de pierre sèches sont recouverts de mousse. La tombe de Lucien est simple, une dalle de granit entourée de quelques fleurs sauvages. Je me suis agenouillée avec difficulté, car mes genoux me rappellent chaque jour que je ne suis plus une jeune fille, mais mon cœur est léger comme une plume. J'ai nettoyé la pierre avec un chiffon doux, puis j'ai débouché le flacon. J'ai versé l'eau minérale sur la terre en regardant les gouttes disparaître entre les herbes folles. Nous avons gagné Lucien. Ai-je murmuré, la voix un peu tremblante mais pleine de fierté. Le domaine est sauvé, les enfants ont une école, et les anciens ont une maison où ils peuvent se finir leurs jours dans la dignité. Notre fils est revenu à la maison, et même Mathilde a fini par comprendre le prix du pain et de l'eau. Tu avais raison, mon cher mari. La patience est une eau qui finit par creuser le roc le plus dur. J'ai posé ma main sur la pierre chaude de la tombe, sentant comme une réponse dans la chaleur du soleil. Le cycle était complet. La trahison avait été transformée en rédemption, et le mépris en solidarité. Je me suis relevée lentement, regardant une dernière fois le paysage magnifique
qui s'étendait devant moi. Si c'était vous, auriez-vous choisi de pardonner totalement à votre propre sang, après une telle humiliation? Ou auriez-vous, comme moi, pensé qu'ils devaient payer leur dette par la sueur et le service pour apprendre la valeur de la vie? La justice est-elle plus forte quand elle est douce ou quand elle est ferme? Laissez-moi votre avis en commentaire. Cela m'intéresse de savoir comment vous auriez réagi à ma place. Je rentre maintenant vers la ferme. Le dîner du dimanche approche, et pour la première fois depuis bien longtemps, nous serons tous les trois autour de la table de chêne, unis, non pas par l'argent mais par la vérité de notre histoire commune. La source coule toujours sous mes pieds, et je sais maintenant qu'elle ne s'arrêtera jamais de chanter.